Tout le monde est d'accord, l'année qui s'achève a été une rude épreuve pour la planète avec la pandémie de Covid-19. Alors que dire du Liban? Pour certains, elle a été apocalyptique. Crise politique, faillite économique, explosion dévastatrice sur le port de Beyrouth. Alors y a-t-il des raisons d'espérer à l'aube de l'année 2021? Comment le pays peut-il s'en relever? Avec nous pour en parler, Ziad Majed, politologue, bienvenue à vous. Merci également à vous, Christian Chesneau, d'être sur ce plateau. Vous êtes journaliste spécialiste du Moyen-Orient. Et puis, Maître Melhem Khalaf, en direct de Beyrouth. Vous êtes bâtonnier de l'Ordre des avocats de Beyrouth. Alors, il y a un an, vous aviez défrayé la chronique parce que vous aviez été élu à ce poste, à la tête du barreau de Beyrouth. Non pas, je disais, sans le soutien des partis politiques, mais ils étaient même tous contre vous. Première question peut-être toute simple qui nous vient à l'esprit. On apprend que le Premier ministre désigné, Saad Hariri, est parti hier du Liban. Il est parti à l'étranger pour une visite familiale et il ne dit pas aux Libanaises et aux Libanais où il s'en va. Normal? Ils sont habitués à prendre des décisions ou à ne pas prendre les décisions. Vous savez, les décisions d'un homme politique, d'une vie, publique, doit être au devant de scène. Mais avec nos dirigeants, je pense qu'on n'est plus à une faille supplémentaire. Ouais. Ziad Majed, je pose quand même la question aussi parce qu'on s'en souvient de cet épisode où il s'est retrouvé en Arabie Saoudite. On ne savait pas s'il était retenu par les autorités saoudiennes qui, à l'époque, disait-on, dictaient la politique libanaise, en tout cas l'un des acteurs. Que vous inspire ce départ? On évoque Dubaï, voire après l'Arabie Saoudite à nouveau. Oui. Alors je ne sais pas s'il va se rendre en Arabie Saoudite. Et c'est vrai, il y a quelque temps, il a été retenu là-bas. Il a été même kidnappé là-bas par le prince héritier. Cette fois-ci, même si c'est sa vie privée, mais quand même dans un pays en faillite, en crise existentielle. À quelques jours du 5e mois de l'explosion. Et en plus, avec une incapacité de former un gouvernement pour sauver le pays, ça montre à quel point l'irresponsabilité règne et la médiocrité de la classe politique a encore une fois, s'est montrée encore une fois avec ce départ, mais pas seulement. Je pense que tous les autres font la même chose et montrent leur irresponsabilité dans ce moment-là. Alors Christian Chesneau, on a voulu vous avoir sur ce plateau parce qu'avant Noël, les 22-23, vous vous êtes rendu à Beyrouth avec le chef d'état-major français, le général Lecointre, François Lecointre, qui a maintenu son déplacement alors qu'Emmanuel Macron, qui devait y aller, n'y est pas allé parce qu'il a été testé positif à la Covid-19. Comment ça s'est passé avec le général Lecointre? C'était une visite express aux forces françaises à la fois à Nakoura et à Derkifa, le QG des Français. Il y a 800 Français, des soldats, des casques bleus. L'idée, c'était de les soutenir et puis surtout, comme ils avaient tout préparé pour le président Macron, de les saluer, de les réconforter. C'est vrai que alors le front est calme, hein, il n'y a pas de grosses tensions, mais en même temps, on est dans une période Covid aussi, et donc il y a des mesures très strictes. Par exemple, sur le camp, tout le monde doit porter le masque, et puis même en opération, en patrouille, tout le monde a le masque. Voilà, l'idée c'était de dire on continue à soutenir les Français. Et puis le général Lecointre a été voir son homologue, le général Joseph Aoun, donc le chef de l'armée libanaise, pour échanger, parce que l'armée libanaise, on dit, c'est la colonne vertébrale du pays, mais elle va mal aussi. Les soldats ont faim, pas de viande pour les soldats, des tensions sociales, et donc l'armée est un petit peu au milieu, et donc soutien de la France pour aider à ce que le pays tienne, quoi. Ouais. On va retourner à Beyrouth avec vous, Maître Melhem Khalaf. Il y a cette explosion donc, sur le port de Beyrouth qui est survenue il y a quasiment 5 mois maintenant, jour pour jour. Je ne vous ai pas posé la question d'entrée, mais l'atmosphère en cette période de fête de fin d'année, comment est-elle au Liban? Premièrement, il y a un climat pesant depuis un certain temps. Il ne faut pas oublier qu'on amasse les coudes les uns après les autres. Il faut savoir qu'on est passé par, premièrement, une crise monétaire, bancaire, suivie par une crise politique, suivie par une irresponsabilité au niveau de la gestion du quotidien. On est tombé très vite vers ce que vous avez décrit comme étant, une image apocalyptique. Tout ça suivi d'une irresponsabilité marquante.
d'une classe politique, je dirais, irresponsable. Et restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants parce qu'on va peut-être donner la parole à celles et ceux qu'on n'a pas beaucoup entendus, disons-le, depuis l'explosion du port de Beyrouth. Ce sont les personnes qui ont tout perdu, hein, non seulement sinistrées, mais aussi meurtries dans leur chair, qui sont devenues handicapées, qui ont du coup perdu pour certains leur travail. C'est un reportage à Beyrouth signé Sophie Guignon. À 300 mètres du port de Beyrouth, le quartier populaire de la Quarantaine est en pleine reconstruction. C'est ici que Mohamed a été grièvement blessé le 4 août dernier. Un bloc de béton est tombé sur moi et ma jambe a été fracturée à 4 endroits. Traumatisé, Mohamed et sa famille ont quitté le quartier. Le jeune homme fabriquait des conserves de légumes. Il doit désormais rester alité pour récupérer. Avant, je pouvais travailler, vivre une vie normale. Aujourd'hui, qui va me rendre mes jambes? La douleur, je la porte seule. Comme Mohamed, un millier de Libanais conservent de lourdes séquelles de l'explosion. Dans un pays où l'État est aux abonnés absents, ils dépendent des ONG comme Arc-en-Ciel, où des handicapés fabriquent eux-mêmes béquilles, lits médicalisés et fauteuils roulants. Mais pour pouvoir répondre à l'augmentation des demandes, ces artisans ont besoin de dons et de matériaux importés de l'étranger. C'est justement des béquilles de ce genre que nous fabriquons avec cet aluminium que nous avons reçu. Il y a une quantité de matières premières et d'accessoires que nous utilisons et dont on aura besoin. Du cuir pour les sièges, les dossiers des fauteuils roulants. Il y a bien sûr les roues que nous ne produisons pas au Liban. Les victimes du 4 août, comme Mohamed, se sentent abandonnées. Alors beaucoup ont rejoint une association de défense des droits des handicapés. Ils sont une centaine ce jour-là à manifester devant le palais du Premier ministre. On demande à la communauté internationale de mettre la pression sur le gouvernement libanais pour qu'il mette en place des indemnisations mensuelles, de faciliter les transports et l'accès à l'éducation. Retranchés derrière ces murs, les autorités font la sourde oreille face aux revendications des grands blessés de l'explosion. Accusés de négligence et de corruption massive, les responsables politiques refusent de rendre des comptes. Melhem Khalaf, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Beyrouth, est avec nous en direct. Vous avez été l'un des porte-voix de ces victimes. Il y a un an, vous étiez vu comme un frondeur. Et puis voilà qu'il y a un mois, vous avez lancé un appel au dialogue sincère entre tous les bords politiques. Là, pour le coup, vous n'êtes pas fait que des amis. Comment voyez-vous la suite de votre engagement ? Regardez, premièrement, il y a à distinguer entre les deux aspects. Le premier, c'est que l'Ordre des avocats de Beyrouth, dès le lendemain de l'explosion du port du 4 août, on s'est constitué en bureau d'accusation avec plus de 20 avocats volontaires spécialistes en matière pénale pour suivre le dossier. On a déposé une plainte le 6 août et on a commencé à proposer aux victimes, aux sinistrés, une plainte pro bono gratuitement pour l'ensemble des sinistrés. On a été dans sept centres de la capitale et on a récupéré 1400 dossiers aujourd'hui qui sont menés par l'Ordre des avocats devant donc le juge d'instruction. Donc vous êtes engagé concrètement auprès de ces parties civiles, ça c'est un des aspects de votre engagement. Sur l'aspect plus politique, si j'ai envie de dire des choses, même si tout est lié, très court si vous le voulez bien, la suite, comment la concevez-vous après cette critique, je disais, que vous avez reçue sur les réseaux sociaux notamment ? Non, mais je pense que premièrement, il y a une initiative qui a été lancée. C'est une initiative pour récupérer l'État. C'est une initiative qui est lancée et qui est à débattre. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà préconçu, c'est une initiative qui a besoin d'être approchée et sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau de régler toutes les affaires urgentes avant même de pouvoir y réfléchir. Par la constitution, par la formation d'un gouvernement
très vite formé d'indépendants. Et c'est mais d'ailleurs, Maître, la condition sine qua non imposée par l'Union européenne, la Banque mondiale, les Nations unies, Ziad Majed. 2,5 milliards de dollars, c'est la somme nécessaire pour reconstruire Beyrouth, mais il faut faire des réformes politiques. On a l'impression que c'est un cercle vicieux. Oui, tout à fait. En fait, c'est juste pour reconstruire suite à la terrible explosion. Mais pour le redressement de l'économie libanaise, il faut des dizaines de milliards de dollars. Et pour le moment, il n'y a pas de formation de gouvernement, il n'y a pas de réforme. La mentalité de cette classe politique ne peut pas aller en un processus de changement, parce que c'est sa survie qui est aussi en question. Il y a une corruption et il y a une très mauvaise gestion depuis de longues années. Puis il y a un système politique libanais qui est en train d'agoniser, un système qui théoriquement est basé sur ce qu'on appelle le consociativisme, sauf que dans l'état actuel des choses, il peut très difficilement fonctionner parce qu'il y a des vétos, il y a des parts pour chaque communauté religieuse et ces parts-là sont souvent en rivalité, il y a une monopolisation du champ politique par les mêmes familles politiques appartenant à chaque communauté depuis des décennies, et puis il y a les armes du Hezbollah qui peut imposer aussi des choix et qui impose ses choix sur les autres acteurs. Donc on est vraiment otage d'un système, d'un enjeu, d'une région, parce qu'il y a aussi tous les conflits de la région, et d'une faillite du système bancaire qui est en partie responsable aussi du malheur des Libanais. 1% des plus riches, 42 000 personnes possèdent 58% de la richesse de l'ensemble de la population. Christian Chesneau, avant de vous entendre juste sur le rôle de la France à l'avenir, combien de banques au Liban ? 60 banques, c'est énorme. En France, c'est 26. Voilà, non, c'est une économie qui est complètement bancarisée, 27, dollarisée, bancarisée, et c'est vrai qu'il y avait une hypertrophie des banques. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore quelques mois, les banques donnaient 15% d'intérêt sur votre compte en banque. Chaque mois, vous touchez 15%. Quelque chose de complètement hallucinant, et donc c'est en train de s'effondrer complètement. La France, Christian Chesneau, s'est engagée dans une voie, certains disaient courageuse, des Libanais ont applaudi, d'autres ont dit on n'aime pas trop le ton quand même. Comment la France peut-elle, j'ai presque envie de dire, s'en sortir pour aider le Liban ? On se souvient de l'initiative Macron quand il a débarqué à Beyrouth le 6 août, et effectivement il était attendu un petit peu comme le sauveur, il a entendu les Libanais, il a aussi eu des mots très durs contre la classe politique, il a proposé cette initiative un petit peu de refonder les choses, donc il y a eu un moment où son initiative paraissait avancer, et puis ça s'est vite encalminé, j'allais dire, c'est-à-dire que la dynamique a été cassée, parce que comme disait Ziad Majed, vous avez un système qui est certes moribond, mais qui a encore des dents pour mordre, qui a de l'argent, qui a des réseaux, et là la France est un peu dans un espèce de marécage, et l'initiative Macron, effectivement, elle est quasiment morte maintenant, hein, même si officiellement elle continue, et donc la France est un peu toute seule, les Américains jouent leur jeu, parce qu'on a parlé des vétos locaux, mais il y a ce qu'on appelle des grands électeurs au Liban, c'est-à-dire les Iraniens, les Français, les Américains, et tout le monde au Liban attend un petit peu la nouvelle administration américaine qui va donner le ton. On sait que l'administration Trump a quand même donné des sanctions contre 3 personnalités importantes du système libanais, coupant un peu l'herbe sous le pied des Français. Donc on va voir comment ça va se passer, mais c'est vrai que 2021, malheureusement, risque d'être très très difficile pour le Liban, à cause, on l'a dit, d'une crise systémique, quasiment existentielle de ce pays qui est en train de sombrer. Je rappelle, plus de 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté, les gens s'en vont, et un système qui s'effondre. Merci beaucoup Christian Chesneau d'avoir répondu à nos questions, avec sur ce plateau également Ziad Majed. Merci à vous, Maître, également en direct Beyrouth, d'avoir été avec nous. Melhem Khalaf, merci beaucoup.